Voilà, je vais appeler Fabrice Arfi. Fabrice, peux-tu venir? Applaudissez-le, bien sûr. Tout le monde. Ah, non, stand innovation, hein. Viens t'asseoir, Fabrice. Bon, merci d'être là. Alors, Fabrice est là parce que c'est cette année le président du prix des Assises du journalisme. Donc, tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'après-midi, il va présider à la remise des prix. Tous les ans, il y a des prix. Alors, vous savez qu'il y a les prix d'éducation aux médias. Ça, c'était mardi, pour mettre en valeur toutes les initiatives qui existent dans l'éducation aux médias. Et puis, il y a le prix des journalismes, le prix du livre du journaliste, le prix de l'enquête, le grand prix du journalisme, le prix du reportage et le prix de la photo. Donc, on saura tout cet après-midi aux alentours de 17h30, je crois. Voilà. Maintenant, vous allez tout savoir sur Fabrice Arfi, avec Fabrice Arfi, sur Mediapart et sur... Alors, il est très frustré, il est content d'être là et en même temps un peu frustré parce que Fabrice suit actuellement le procès de Nicolas Sarkozy et rien n'était prévu aujourd'hui et manque de peau. Voilà. Il ne peut pas être dans deux endroits, mais c'était une promesse de venir ici, donc il est là. Fabrice, alors, comment tu as commencé, toi, dans ce métier? Tu n'es pas rentré tout de suite à Mediapart? Non. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup. Donc, dans le petit duo qu'on va faire, moi, je suis celui qui a de la voix. Moi, c'est voix sans issue. Qui n'a pas la voix cassée. Alors, j'ai cru comprendre que l'organisation de ce petit moment, c'est de vous raconter un peu mon parcours, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la conversation qu'on peut avoir. Ils ont toujours plein de questions. Absolument. Et des questions pertinentes. Pour avoir suivi plusieurs réunions dans cet auditorium. Et je sais à quel point c'est la première question la plus difficile. Donc la première ou le premier qui la pose, allez-y. Et petite prévention d'usage, il n'y a pas de mauvaise question. La mauvaise question, c'est celle qu'on ne pose pas. Donc je vous assure... Il peut y avoir de mauvaises réponses. Que je vous assure que j'essaierai au maximum de faire la transparence et de vous répondre, j'espère, le plus sincèrement possible à toutes vos questions. Alors pour commencer et répondre à la tienne sur comment j'ai commencé, je ne suis pas un très très bon exemple. Moi, j'ai pas de diplôme, j'ai pas fait d'études, si ce n'est le baccalauréat que j'ai eu dans la ville de Lyon, où je suis né en 1981. Et j'ai commencé le journalisme à l'âge de 18 ans. En fait, je m'étais inscrit dans une école de journalisme qui venait de se monter à Lyon, et il se trouve qu'il fallait faire un stage tout de suite. Tout de suite, il fallait faire un stage dès les premiers mois de formation. Et j'ai fait un stage dans un journal qui n'existe plus, qui était le supplément d'un quotidien national qui s'appelait Lyon-Figaro, le journal où j'étais. Et alors, c'était très éloigné du type de journalisme que je fais aujourd'hui, parce que ce n'était pas du tout le métier que je voulais faire. Moi, ce que je voulais, c'était être musicien. Et probablement n'ayant pas assez de talent, j'ai commencé à écrire sur le talent des autres. Et donc j'ai commencé le journalisme en donnant mon avis extrêmement pompeux, je crois, sur le talent ou non des autres sur la musique, sur toute la musique, sauf la musique classique, qui était la chasse gardée d'un chroniqueur musical du journal que je venais de rejoindre. Et il se trouve que comme ça s'était bien passé mon stage, ils m'ont proposé de rester travailler dans ce journal où j'avais un statut très particulier. Vous savez, dans le monde du journalisme, il y a deux principaux statuts. Quand on travaille, on est employé d'un journal et donc on est rémunéré, on a un salaire, quel que soit le nombre d'articles qu'on fait par mois, ou alors on est ce qu'on appelle pigiste. Pigiste, ça veut dire qu'on peut travailler pour plusieurs médias différents et on est payé à l'article. Voilà, on est même payé à la taille de l'article. Et moi, dans ce quotidien, ils ont eu un peu d'audace. Mon statut était celui de pigiste permanent. Ça veut dire que j'étais mal payé comme un pigiste, mais tout le temps.
Voilà. Donc c'était un peu ça le concept. Et en fait, j'étais donc dans ce qu'on appelle les pages culture du journal. Je vous avoue que je vivais ma meilleure vie, même si je continue toujours de vivre ma meilleure vie. Mais imaginez-vous, j'ai 18 ans, j'ai une voiture, j'ai mon appartement, j'ai mon salaire. Et tous les soirs, je vais voir des concerts dans toute la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et tous les après-midi ou tous les matins, j'interviewe des artistes que pour beaucoup j'admire. Bon, donc c'était quand même très, très chouette. Mais il se trouve que un journal, ça reste une entreprise, et donc il y a des bureaux. Et c'est la vie de bureau. J'étais assis à côté de quelqu'un dans ce bureau qui, lui, n'était pas du tout dans le service culture. Il écrivait sur la justice. Et c'est un monsieur qui avait un métier très particulier dans le monde du journalisme qu'on appelle chroniqueur judiciaire ou chroniqueuse judiciaire. Pour vous résumer, chroniqueur ou chroniqueuse judiciaire, en fait, c'est la personne qui, pour un journal, va voir des procès et raconte ce qui s'est passé au procès. Parce que peut-être ne le savez-vous pas, les procès sont, à de très, 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 très rares exceptions, publics en France. Vous pouvez, dès demain, si vous le souhaitez, aller dans un tribunal et regarder une audience. C'est public. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la publicité des débats. La publicité, c'est pas que ce qu'on essaye de vous vendre sur Instagram ou ailleurs. Publicité, c'est ce qui doit être rendu public. Bon. Et pourquoi c'est public ? Parce que la justice, elle est rendue, parfois bien rendue, parfois mal rendue, mais elle est rendue au nom du peuple français. Et donc, les journalistes, comme les citoyennes et les citoyens, peuvent aller voir et raconter ce qui s'y passe. Je vous dis ça parce que je le pense sincèrement. Quels que soient les métiers que vous voudrez faire plus tard, quelles que soient vos aspirations, quels que soient vos parcours de vie, il faut au moins une fois dans sa vie aller voir un procès. C'est un lieu extraordinaire pour comprendre les passions humaines, pour comprendre comment marche bien ou mal une institution qui est un pilier de la démocratie qui s'appelle la justice. Et donc ce chroniqueur judiciaire qui s'appelle Gérard Schmitt, qui est à la retraite sans lui faire injure depuis maintenant de longues années, je m'étais attaché à lui et je crois que l'inverse était aussi vrai. Et alors c'était un peu dans le monde du journalisme, vous savez, le chroniqueur judiciaire, il y a parfois un peu des images caricaturales qu'on peut avoir. Lui, c'était ça. Il avait une veste à carreaux, en tweed, il fumait la pipe, il était un peu bedonnant, il avait une moustache, voilà. C'était un monsieur qui avait une plume, un style absolument merveilleux. Et au bout de quelques années, il m'appelait mon petit bonhomme, c'est comme ça qu'il m'appelait, et il m'a dit, quand il partait à la retraite, mon petit bonhomme, c'est toi qui vas me remplacer. La suite. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai quitté les sous-sols des salles de jazz ou de rock pour aller dans les palais de justice et les cours d'assises pour essayer de comprendre ce qui s'y joue. Et de fil en aiguille, j'ai quitté cet endroit-là pour essayer de mener mes propres enquêtes et de ne pas, être tributaire, de ne pas dépendre des enquêtes menées par d'autres, des policiers, des gendarmes, qui, eux, ont une fonction sociale, qui est d'éventuellement trouver des gens qui ont commis des délits ou des crimes, ce qui n'est évidemment pas celle du journaliste. Voilà, et après, Mediapart a été... Donc ça, c'est en 1999 jusqu'en 2008, donc pendant une petite dizaine d'années, j'ai fini par quitter ce journal, et j'ai travaillé comme pigiste, j'ai travaillé comme journaliste indépendant pour plein de titres différents, à la fois pour des... Toujours en presse écrite. Toujours en presse écrite, à la fois pour des journaux locaux, à la fois pour des titres nationaux. J'ai travaillé pour Libération, pour Le Monde, pour Le Canard enchaîné, pour l'agence France Presse. J'ai monté un journal local à Lyon dont je vais me faire licencier par l'actionnaire à cause d'une enquête qui embarrassait le maire de Lyon de l'époque. Il s'appelait Gérard Collomb, peu importe, qui était un ami du patron de mon journal. Donc j'ai pu toucher d'assez près ce que pouvait être le risque de ne pas être indépendant dans un journal. J'en ai perdu mon emploi. J'ai fait des choses... j'allais dire dont je suis pas fier, c'est pas tant la question, mais petite anecdote,
J'ai une fois fait quelque chose qui normalement ne se fait pas. Je travaillais à la fois comme journaliste indépendant pour Le Figaro, Libération et Le Parisien. Et il y a eu un fait divers important à Lyon, important, qui avait fait couler un peu d'encre, une agression dans un hôpital. On est au tout début des années 2000, 2002, et le ministre de l'Intérieur de l'époque est celui qui va devenir mon crush au fil de mon travail journalistique, s'appelle Nicolas Sarkozy. Et en fait, Nicolas Sarkozy, souvent, dès qu'il y avait un fait divers, il débarquait. Voilà. Et même ceux qui ne l'aimaient pas lui reprochaient que c'était un fait divers, une loi, quoi. Voilà. Donc il occupait comme ça le terrain médiatique. Et donc comme Nicolas Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur, a débarqué, les 3 journaux pour lesquels je travaillais étaient intéressés. Et donc j'ai fait cette chose pas géniale, c'est que sous 3 identités différentes, j'ai signé un article, un pour Le Figaro, l'autre pour Libération et le 3e pour Le Parisien sur le même fait divers, de sorte qu'en France, le lendemain, des gens ont lu 3 articles sur la même histoire avec un signataire qui était soi-disant différent, mais en fait, c'était la même personne. Et c'était le même article? Non, c'était pas le même article. Enfin, j'ai essayé de... après, bon, voilà. J'ai essayé de ne pas l'écrire exactement pareil. Bref, en 2008... après juste m'être fait licencier du journal que j'avais créé, un peu à l'américaine, quand je me suis fait virer, après la censure d'une de mes enquêtes, le propriétaire, quand je dis à l'américaine, il m'a vraiment dit, du jour au lendemain, tu t'en vas. Il a même embauché, je vous jure que c'est vrai, un vigile pour m'empêcher de revenir dans le journal. Voilà, donc c'était vraiment, tu as 5 minutes pour mettre le cadre, la photo de ton chien, et tu prends tes crayons, tu mets tout ça dans un carton et tu t'en vas. Et donc à ce moment-là, pour la première fois de ma j'aime pas ce mot, mais jeune carrière de journaliste, j'étais un peu désœuvré. Et j'ai appelé un journaliste dont j'avais adoré un de ses livres, qui s'appelait La part d'ombre. Et ce journaliste était l'ancien directeur des rédactions du journal Le Monde, qui s'appelle Edoui Plenel, qui à ce moment-là n'était plus au Monde, n'était pas encore à Mediapart. Et nous avons eu une petite discussion. J'avais absolument rien à lui proposer. Il n'avait, lui, rien à m'offrir, puisqu'il n'était dans aucun média. Et il se trouve qu'un an et demi plus tard, ce même Edoui Plenel annonce la création d'un nouveau média, qui est un média en ligne, exclusivement sur Internet, qui s'appelle Mediapart. Et c'est comme ça que j'ai levé le doigt et que j'ai candidaté pour rejoindre cette aventure à laquelle absolument personne ne croyait au départ. Ne croyait, voilà. Et donc qui est sorti de terre numérique, si j'ose dire, en 2008, il y a 18 ans, donc on vient de fêter notre majorité. Voilà, nous avons 18 ans à Mediapart, et pour le journal pour lequel je travaille depuis le début, et aujourd'hui j'y co-dirige le service dit des enquêtes. Et pour parler de Mediapart, c'est que, en effet, au départ, personne n'y croyait, parce que on allait faire un journal non pas gratuit mais payant. Donc tout le monde disait ils sont fous. Et en fait, aujourd'hui, même économiquement, c'est une belle réussite. Oui, alors pour que vous compreniez, parce que probablement que vous avez des réseaux sociaux, j'en ai aussi, je passe beaucoup trop de temps sur Instagram à titre personnel, on pense que ce qui est gratuit est nécessairement que vous ne le payez jamais. Ça peut paraître un peu bizarre de vous dire ça comme ça. En fait, pour ce qui est du monde du journalisme, si vous écoutez une radio privée, c'est gratuit. Vous ouvrez votre poste, vous écoutez la radio, elle est privée, c'est absolument gratuit. Vous écoutez une radio publique, c'est gratuit. Vous allumez la télé, vous regardez une chaîne, c'est gratuit. Et donc, les gens qui travaillent dans ces médias, ils ont quand même besoin d'un salaire. Donc, qu'est-ce qui paye leur salaire si c'est gratuit? Bon, eh ben, pour le service public, c'est les impôts. C'est les impôts, c'est un très beau concept, les impôts. Vous avez des professeurs, vous avez des hôpitaux, vous avez des policiers, vous avez des magistrats, vous avez tout ce qu'on appelle le service public. Et ben en fait, il et elle ne seraient pas là s'il n'y avait pas des citoyennes et des citoyens pour consacrer une partie de leur argent privé à ce qu'on appelle, c'est l'expression, la solidarité nationale.
Donc ça, c'est une façon, mais donc c'est pas gratuit, puisque c'est payé par les impôts. Et puis pour ce qui est des médias privés, eux, ils vivent essentiellement, pour ne pas dire à 100%, de la publicité. Vous savez, quand vous regardez la télé, même si moi je viens d'une génération où on s'asseyait devant le canapé pour se mettre devant une télé et regarder le soir en famille ou tout seul. Bon, évidemment, vous êtes la génération qui n'est plus tellement concernée par ce type de consommation télévisuelle, mais il y a des publicités. Vous voyez des publicités sur vos Instagram, sur vos fils TikTok et tout ça. C'est ça qui rémunère les entreprises. Les entreprises, TikTok, Insta, les autres, c'est pas des philanthropes. Ils font pas ça pour vos beaux yeux. Ils font ça pour gagner, notamment pour gagner des sous, parce que eux aussi, ils ont besoin de vivre et certains en vivent beaucoup. Et donc, cette question du modèle économique d'un média, il est absolument fondamental. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous travaillez dans un média dont l'essentiel, voire la totalité de l'argent qui permet de payer vos salariés vient de la publicité, c'est pas toujours hyper simple d'être indépendant journalistiquement vis-à-vis des entreprises qui mettent de la pub chez vous. Imaginez que vous travaillez pour un média, je vous donne des chiffres à la noix que j'invente, mais dont 30% de l'argent qu'il récolte provient de, je ne sais pas, la SNCF. Et que vous, dans ce média, vous voulez faire une enquête sur d'énormes problèmes au sein de la SNCF. Peut-être vous demandez, oui, mais après, ils vont peut-être pas être contents, la SNCF. Ils vont retirer la publicité, on n'aura plus d'argent pour faire vivre le journal. Bon, du coup, cette enquête, je ne la fais pas. Ça peut créer ce risque-là. Ça ne veut pas dire que tous les médias privés qui vivent de la publicité, évidemment, sont des médias qui s'autocensurent, mais ça crée ce risque-là. Et donc le concept qui a été celui de Mediapart et de son fondateur et de ses fondateurs avec en tête Edoui Plenel, c'était de dire on va faire quelque chose d'assez inédit, c'est que là où on pense que Internet c'est forcément de la gratuité, nous on va faire payer l'information sur Internet. Pas cher, mais on va la faire payer pour que justement notre journal ne vive pas grâce à la publicité. Mediapart, c'est zéro publicité. Ne vive pas grâce à l'argent d'un milliardaire qui viendrait subvenir aux besoins de l'entreprise. Zéro. Il n'y a même plus d'actionnaires aujourd'hui à Mediapart. Il n'y a pas d'aide de l'État. Il n'y a pas de subvention. Comme ça, nous, on n'a pas un rapport avec l'État et la puissance publique qui pourrait poser d'éventuels problèmes, et on n'a pas de lien non plus financier avec ce qu'on appelle les GAFAM, c'est-à-dire les grandes entreprises du numérique. J'en ai déjà cité quelques-unes, et ça peut être Google ou d'autres. Du coup, les seules personnes qui font vivre le journal, c'est pas un modèle très original, ce que je suis en train de vous dire. Je veux dire, le Canard enchaîné, depuis plus de 100 ans, c'est son modèle. Sauf que là où c'était original, c'est que nous, on a décidé de le faire sur un écran. Voilà, sur un ordinateur, sur un téléphone ou un iPad ou autre, une tablette, peu importe. Et nous, les seules personnes qui font vivre le journal, ce sont nos lectrices et nos lecteurs. Voilà. C'est pour ça qu'on a un petit slogan qui dit que seules nos lectrices et nos lecteurs peuvent nous acheter, parce que c'est notre seule ressource. Et c'est vrai qu'en 18 ans, c'est un petit motif de fierté, mais je ne suis pas là pour faire le malin devant vous. Mais Mediapart est devenu le troisième quotidien français. Voilà. En France, il y a Le Monde, il y a Le Figaro, et désormais, il y a Mediapart. Voilà. Et donc, en plus de tout ça, nous sommes un journal rentable. Alors, on ne gagne pas de l'argent pour s'enrichir grassement et devenir des Bernard Arnault ou je ne sais quoi. On ne verse pas de dividendes, par exemple, à Mediapart avec tout l'argent qu'on gagne, mais on le réinvestit à chaque fois dans l'amélioration du journal, dans les embauches de nouveaux journalistes. La rédaction ne cesse de grandir et on espère l'amélioration de la qualité de notre travail. Et dans tout ça, moi, je me suis spécialisé dans un domaine particulier.
il y a plein de compétences différentes dans un journal. Je veux dire, vous aimez les questions d'environnement, vous pouvez écrire sur l'environnement. Vous êtes inquiet des questions de santé, vous pouvez écrire sur la santé. Vous êtes passionné par la question politique, vous écrivez sur la politique. Vous rêvez de faire des reportages à l'étranger, voire même, si vous avez beaucoup de courage dans des zones de conflit, et il y en a beaucoup aujourd'hui, vous pouvez être dans un service international, etc., etc. Lutter contre les questions de discrimination ou autre, peu importe. Tout peut s'inventer dans ce merveilleux métier. Moi, dans tout ça, ma petite spécialité que j'ai développée depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, c'est ce qu'on appelle, je mets 15 guillemets, les affaires. Voilà. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la lutte contre la corruption. C'est les abus du pouvoir par ceux qui ont du pouvoir et qui vous représentent. Même si vous êtes probablement à un âge où vous n'êtes pas encore en capacité de voter, mais vous êtes néanmoins représenté par des élus à l'échelle locale, dans votre commune, dans votre département, dans votre région, et puis évidemment à l'échelle nationale, dans votre pays. Et évidemment, le plus connu des élus en France, c'est le président de la République. Ce sont des gens qui ont beaucoup de pouvoir, parce qu'on leur en donne beaucoup de pouvoir, et qui parfois en usent, c'est normal, c'est prévu pour ça la démocratie, et puis parfois en abusent, profitent de ce pouvoir pour s'enrichir, pour donner des privilèges à des amis, à leur famille, voilà. Et bien toutes ces histoires qui regroupent ce qu'on appelle, pardon de l'expression, elle est un peu parfois compliquée, mais c'est ce qu'on appelle des atteintes à la probité. Voilà, c'est quand on fait du mal à une espèce d'idée que quand même, c'est pas mal d'être honnête quand on représente les autres. Ben moi, je me suis intéressé à ça. Et dans ce journal, justement, notre indépendance nous a permis de mener des enquêtes et de publier des articles qui ont parfois révélé des informations qui ont dérangé des ministres, des présidents de la République. On a parlé de Nicolas Sarkozy, qui est jugé en ce moment même à Paris pour un procès dit de l'affaire des financements libyens, des rapports qu'il a eus avec un ancien dictateur qui s'appelle Mouammar Kadhafi, qui était le chef d'État de la Libye. Bien, avant d'être un procès, cette histoire a d'abord été une enquête journalistique de Mediapart, qui a révélé cette affaire en 2011. Donc vous voyez, ça fait 15 ans qu'on traîne comme une valise un peu lourde cette histoire. On l'a révélée en 2011 dans le journal, en juillet 2011. Et la justice a ouvert sa propre enquête en avril 2013, donc 2 ans après nos premiers articles. Et puis la justice, avec les moyens qui sont les siens, a fait son travail. Et puis il y a déjà eu un premier procès l'an dernier. Nicolas Sarkozy a été condamné. Il a même fait, peut-être vous avez vu les images, un peu de prison. Pas ouf, mais un peu. Et il a fait ce qu'on appelle appel de son procès, c'est-à-dire et c'est son droit le plus ultime. Je vous ne souhaite évidemment jamais d'être jugé, mais si vous êtes jugé et condamné, vous pouvez contester la décision. C'est ce qu'on appelle faire appel. Voilà. Donc il a contesté la décision, et donc il y a un nouveau procès, un deuxième procès, qui a lieu au moment même où je vous parle, et même au moment où on est en train de se parler, il est interrogé, Nicolas Sarkozy, et j'ai même appris que ce matin, il m'avait lourdement mis en cause, m'a-t-on écrit depuis la salle d'audience. Bon, je suis un peu habitué à ça. On a un petit rapport de dépit amoureux tous les deux avec Nicolas Sarkozy. Je suis sa poupée vaudou, comme ça. Je pense que ça le soulage beaucoup, mais je ne crois plus tellement être son problème. Je pense que son problème, ça s'appelle les juges aujourd'hui, et pas tellement Mediapart. Et donc ce procès a lieu, va durer jusqu'en juin. Et donc peut-être qu'il ressortira de ce procès, dont la décision sera connue au mois de novembre, où il ne sera plus condamné, ou alors recondamné, ou alors encore plus lourdement condamné. Évidemment, personne ne peut le savoir. Voilà, on va passer aux questions, je suis désolé. Voilà, la première. Allez-y. Alors, il y a un micro qui va arriver. C'est en haut à gauche. En haut. Ouais. Par rapport à votre parcours, quand vous avez dit que vous avez été dans la justice,
Ok. Vous avez fait une formation pour comprendre un peu ce qui se passait durant les procès, etc. Ou vous y êtes allé, vous avez appris sur le tas qui était l'avocat, qui était le juge, qui était le procureur? Alors, merci beaucoup pour la question. Moi, donc je vous l'ai dit, j'ai vraiment que le bac. J'ai un bac éco. Alors, j'ai des enfants qui ont vos âges, à la fois votre âge, à la fois plus, à la fois moins. Donc tout ça a changé de nom depuis. Et non, je n'avais aucune formation. Et donc je vous l'ai dit, je suis pas allé à l'université, j'ai pas fait de faculté de droit, etc. J'ai une petite chance, c'est que j'ai un papa qui est à la retraite aujourd'hui, mais il a été dans une partie de sa vie professionnelle policier, et notamment policier à la brigade financière. Donc il enquêtait, lui, déjà, sur des détournements de fonds, des affaires de corruption, etc. Et en plus, il est devenu avocat après. Il a arrêté d'être policier et est devenu avocat. Donc disons qu'il avait un savoir sur votre question, sur la chose juridique dont j'ai pu profiter. Mais non, alors je suis vraiment ce qu'on appelle un autodidacte. Donc j'ai appris, et c'est l'une des beautés de ce métier, j'ai appris en allant voir. Vous savez, un bon journaliste, c'est pas quelqu'un qui reste derrière son écran. Un bon journaliste, c'est pas parce qu'il pense que ceci est vrai que c'est vrai. C'est normal. Vous, là, vous toutes, vous tous, nous, on a une façon de voir le monde. On a une façon de penser que ça c'est bien, ça c'est mal. Et c'est très bien, c'est normal. Puis on est toutes et tous le produit de ce que nous racontent nos parents, du milieu social dont on vient, de nos amis, de nos fréquentations, de ce qu'on voit sur les réseaux ou ailleurs. C'est normal. On est fabriqué par quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Mais justement, le journalisme, c'est d'aller voir par soi-même. Et bien parfois, quand on essaye de comprendre le monde, en allant rencontrer les gens qui font des choses, en récupérant des documents qui racontent d'autres choses, eh bien on se rend compte que c'est parfois beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit ou que ce qu'on pensait. Ce que je veux vous dire par là, et qui pour moi est ce qui fait que, pour de vrai, c'est vraiment le plus beau métier du monde, c'est que le journalisme, on dirait Jamel Debbouze, le journalisme, ça vous oblige à sortir de vous-même. Ça vous oblige à aller au-delà de vos cercles d'amis, de ce que vous voyez en balayant sur TikTok, de ce que vous racontent vos parents. Et en fait, c'est comme si le monde extérieur vous sautait au visage. Et pour répondre à votre question, précisément, c'est un métier très bizarre, parce que quand on est journaliste, on ne sait rien, on va voir, on part en reportage, on pose plein de questions, on essaye de récupérer des éléments, on dit ah, alors lui il m'a dit ça, mais elle dit ça, puis alors le document là il raconte quoi, etc. Une fois qu'on a compris qu'on a les informations, si on les a vérifiées et qu'elles sont, comme on dit, d'intérêt général, ben notre métier c'est qu'on ne savait rien, on apprend et on transmet. Parce que c'est ça le métier de journaliste. Le métier de journaliste, c'est pas de donner son avis. Moi, mon opinion sur les choses, elle n'a pas plus de valeur que la vôtre. Hein. En démocratie, mon opinion n'a pas plus de valeur que votre opinion, quel que soit votre âge. Hein. Et pas plus que celle de vos parents, etc. L'opinion, elles sont libres, elles appartiennent à tout le monde. En revanche, le journaliste, ce n'est pas d'avoir des opinions, à mon sens. C'est de produire des informations, de dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui est. Ça, c'est très dur de dire ce qui est, ce qui s'est passé. Ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit, etc. Et donc, c'est ça qui est merveilleux, c'est que, en fait, on peut apprendre en faisant. C'est comme si on créait son propre chemin en marchant. Et donc, au bout d'un moment, eh bien, on passe du temps avec les avocats, les avocates, les magistrats, les professeurs d'université, et puis on lit. On se fait son université à soi, si j'ose dire, sans aller à la fac. Eh ben, on fait soi-même son petit programme pour essayer de comprendre le monde. C'est comme ça que moi j'ai essayé de faire sur la question de la justice. Question, il y en a une au milieu là-bas. Ah ben là, oui. Vous qui traitez toutes les affaires de corruption, donc tout ce qui va être
avec une démocratie fragile, qu'est-ce que vous pensez de la stabilité de notre démocratie, en sachant qu'on est en train de juger un dirigeant avec toutes les critiques qu'on peut attribuer au jugement? Enfin, toutes les critiques qu'on peut attribuer au jugement, toutes les critiques que le condamné attribue au jugement, et que beaucoup de gens qui sont proches du condamné attribuent au jugement. Merci pour votre question. Je vous ai expliqué à très gros traits ce que pouvaient recouvrir ce qu'on appelle les affaires politico-financières, de corruption, appelons ça comme on veut. Par définition, la corruption, c'est la rencontre du pouvoir, de l'argent et des privilèges. C'est un peu ça. Bon. Je ne ferai injure à personne en disant qu'il y a peu de corruption chez les sans-abri. Ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont même pas de toit, ils n'ont pas d'argent. Et c'est tout sauf des privilégiés. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que, par définition, les gens qui s'intéressent à ça, on sait qu'on va mettre le doigt dans quelque chose, et le droit, j'espère, dans quelque chose où les gens sont puissants. Les policiers, les policières, les magistrats, les magistrates qui enquêtent sur la corruption, eux, ils viennent s'attaquer au sommet des grandes entreprises, au sommet de l'État. Et donc, en face, ils n'ont pas le petit peuple et des gens vulnérables. Ils ont des gens très puissants contre eux. Ces gens-là, et les journalistes aussi qui s'intéressent à ça, ils s'en prennent plein la poire. Plein la poire. Un Nicolas Sarkozy ou d'autres, et ce que je suis en train de dire là n'est pas une question de droite ou de gauche. Hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes jeunes, mais si vous pensez que la gauche, c'est la morale, vous vous trompez. Il y a des corrompus de gauche. Il y a évidemment des honnêtes de droite. Hein. Bon. Mais prenons un Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui a énormément de réseaux. Il a des réseaux financiers, il a des réseaux médiatiques. Pensez que Martin Bouygues, le propriétaire de TF1 et LCI, c'est le parrain de son fils. Pensez que Vincent Bolloré, qui détient Europe 1, CNews, le Journal du Dimanche, lui a offert son yacht pour aller fêter son élection à l'élection présidentielle en 2007. Pensez que Bernard Arnault est l'un de ses plus proches amis, qui détient, lui, Paris Match et Le Parisien, par exemple. Bon, donc il a des moyens, et en plus, il a des réseaux politiques. Donc, évidemment, quand il y a une décision de justice qui ne lui plaît pas, lui, contrairement à vous, lui, il peut aller aux 20h pour dire le problème, ce n'est pas les faits qu'on me reproche. Le problème, évidemment, ce n'est pas moi. Le problème, c'est la justice. Le problème, c'est les journalistes. C'est les juges qui sont forcément mus par des intérêts cachés et par les journalistes qui sont forcément des militants. Ça, c'est le privilège de la délinquance en col blanc. C'est le privilège de la corruption. Parce que un juge, par exemple, qui condamne un boucher qui a détourné de l'argent, est-ce qu'il va y avoir un débat à la télé pour dire est-ce que les juges sont véganes? Non. Un magistrat qui poursuit et qui condamne un commissaire-priseur, quelqu'un, vous savez, qui estime des œuvres dans un musée et il détourne des œuvres. Est-ce qu'on va aller à la télé pour dire « Ah là là, les juges détestent la peinture » ? Non. Et donc, dans ces affaires, je suis un peu long dans ma réponse, mais c'est important pour moi. Dans ces affaires, les juges, ils ne jugent pas des politiques. Ils jugent des gens qui sont suspectés d'avoir commis un délit, mais qui, par définition, dans la corruption, c'est souvent des politiques. Mais ce n'est pas qu'ils ont contre les politiques, c'est qu'ils sont pour le respect de la loi. Et d'ailleurs, les juges ou les magistrats, ce n'est pas eux qui votent la loi, c'est les élus. Donc, les élus, les députés qu'on a élus, les sénateurs, les sénatrices qu'on a élus, ils disent la corruption, c'est grave, en France, c'est 10 ans de prison. Voilà des outils qu'on vous donne, législatifs, la loi, pour lutter contre la corruption. Parce que c'est important. Les magistrats et les policiers s'en saisissent, et on leur dit, mais vous êtes fous, pour qui vous vous prenez? Et donc, pourquoi? Moi, ça me passionne, ces histoires. Parce que c'est un endroit qui, précisément, et votre expression est très juste,
permet de regarder la fragilité, la vulnérabilité ou pas de notre démocratie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans vos collèges, vos lycées, devant une mairie, vous connaissez la devise française, il y a les 3 mots. Liberté, égalité, fraternité. Et bien ces affaires, ça permet de tester le mot du milieu, égalité. Est-ce qu'on est égaux devant la loi ou pas? Je ne sais pas si vous l'avez encore appris, si vous allez l'apprendre par rapport à vos programmes. Il y a eu un très beau moment dans l'histoire de la Révolution française. Tout n'a pas été très beau dans la Révolution française, notamment à la fin, quand il y a eu la guillotine, la loi des suspects, la terreur. Bon. Mais au début, il y a eu un moment extraordinaire de votre histoire politique. Vous venez de là, hein. C'est pour ça que vous êtes égaux, même si il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Bon. Mais théoriquement, c'est ce qu'on a appelé la nuit du 4 août. La nuit du 4 août, l'Assemblée a décidé d'abolir les privilèges. Il y avait avant une société de caste en France, avec des gens qui avaient plus de privilèges que d'autres. On n'était pas égaux devant la loi. Bon. Eh bien, cette nuit du 4 août 1789, on est plus de 200 ans, 230 ans, 240 ans après, elle est précisément testée par ces affaires-là. Et donc, bien sûr qu'on peut critiquer un jugement, bien sûr qu'on peut critiquer la justice comme on peut critiquer la presse. Mais le problème, par exemple, si on prend l'histoire du jugement de Nicolas Sarkozy pour lequel il est parti en prison, c'est la première fois, hein, sur le continent européen, c'est la première fois qu'un ancien chef d'État va en prison. Même s'il y va que 20 jours, entre guillemets, mais déjà, c'est déjà pas rien. 20 jours, moi je ne suis pas pour minimiser. 20 jours de prison, quand on a été président de la République, je pense que le choc carcéral, c'est pour tout le monde. Et je ne souhaite la prison à personne. Bon. Mais c'est la loi. Bah, ça permet de tester ça. Est-ce qu'on veut l'égalité devant la loi ou on veut les privilèges? Et je termine ma réponse avec, pour moi, ce qui est bien plus efficace que tout ce que j'essaye de vous dire et que les 240 articles qu'on a écrits sur l'affaire libyenne avec mon confrère et ami Karl Lasquet. Au moment où Sarkozy est allé en prison, il y a eu un de ses meilleurs amis qui s'appelle Jean-Claude Darmon, qui a été invité à la radio sur Europe 1. Et il était invité à commenter l'incarcération de Nicolas Sarkozy. Et il a eu cette phrase, il a dit « La prison, c'est pas pour des gens comme nous, virgule, on n'est pas des animaux ». C'est d'une violence inouïe de dire ça. Et en même temps, je vais peut-être vous choquer, mais je trouve ça extraordinaire que quelqu'un se sente autorisé à dire ça à la radio parce que ça les met à nu. En fait, du coup, c'est la brutalité factuelle de ces enquêtes, ça les oblige à se révéler. Et bien, Jean-Claude Darmon, il est le porte-parole d'une partie de la société, je ne dis pas du tout toute la société, pas du tout, mais une partie de la société qui pense que la prison, bah, ce n'est pas pour des gens comme eux. Il y a nous et eux. Et moi, je crois que la démocratie, ça n'est que nous. C'est nous tous et nous toutes. Question. Bonjour. Attendez, vous êtes où? Ici. Ah oui, d'accord. Ah, bah, J'avais une petite question à vous poser. Est-ce que vous avez lu le journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, Tu l'as acheté. je prends un peu d'élan. Tu l'as acheté. Alors ou non, pas alors, en fait, ça fait partie de mon métier, virgule, malheureusement, de devoir lire la prose de M. Sarkozy. Et donc, non seulement je l'ai lu, mais j'ai même écrit dessus. Donc, pour celles et ceux, parce que tout le monde n'est pas obligé de suivre tout ça tout le temps, hein. Moi, je saoule la terre entière avec ça, y compris ma famille. Mais donc Nicolas Sarkozy, l'ancien président, quand il est parti en prison, il a décidé d'écrire un livre chaque jour, depuis la prison, en faisant quelque chose d'ailleurs qui ne se fait pas normalement, puisqu'il écrivait tous les jours à la main sur une feuille, et tous les après-midi, il y a son avocat qui venait prendre le manuscrit et qui le sortait de la prison pour aller le donner à son éditeur. Ça, vous, si vous allez en prison, c'est impossible. Impossible. On n'a pas le droit de sortir quelque chose de la prison et encore moins de raconter ce qui s'y passe.
Vous pouvez le faire après, vous ne pouvez pas le faire en direct. Nicolas Sarkozy, il a eu ce privilège-là, mais il a eu beaucoup de privilèges en prison, Nicolas Sarkozy. Vous savez que en prison, Nicolas Sarkozy, on a ouvert une cellule à côté de la sienne pour y mettre ses gardes du corps. Donc il y a quand même des policiers qui se sont sacrifiés pour aller au trou avec lui, quand même. C'est quand même bon, une sorte de fanatisme. Bon, comme ça. Nicolas Sarkozy, lui, le ministre de la Justice, qui est un ami à lui, Gérald Darmanin, est allé le visiter en prison. Il a dit « Non, mais je fais ça pour tous les prisonniers, tu parles. » S'il faisait ça pour tous les prisonniers, il ne passerait pas beaucoup de temps au ministère de la Justice. Il y a 90 000 prisonniers en France. Enfin, bon, voilà. Et donc, Nicolas Sarkozy a décidé de faire un livre de son expérience carcérale et surtout un livre pour se venger du jugement qu'il a condamné, qui s'appelle « Le journal d'un prisonnier », qui s'est très bien vendu, parce qu'il y a quand même j'allais dire une secte. Il y a quand même beaucoup de personnes qui le soutiennent, beaucoup moins que ce qu'on croit. Mais quand il y a la queue devant une librairie, ça donne l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Et c'est vrai que pour un livre, il y a beaucoup de monde. Il ne s'agit pas du tout de négliger ça. Et donc, pour répondre à votre question, ce que j'en ai pensé, en réalité, je pense que Nicolas Sarkozy est d'abord prisonnier de lui-même plutôt que des murs de la santé. C'est ça que j'en pense. Que Nicolas Sarkozy, incapable d'accepter la réalité d'un jugement, qui sera peut-être réformé avec le procès en appel, mais on parle d'un homme qui a déjà été condamné définitivement 2 fois dans d'autres affaires. Vous pouvez dire que votre ancien président de la République est un délinquant. Nicolas Sarkozy est un délinquant x2. Il a été condamné définitivement pour corruption dans une affaire, qui s'appelle Bismuth, définitivement pour financement illégal de campagne électorale dans une autre affaire qui s'appelle Big Malion, peu importe. Puis là, il est en train d'être jugé dans l'affaire libyenne. Bon. Moi, je vais vous dire que quelqu'un raconte la difficulté que c'est d'être en prison, fût-ce un ancien président, ça ne me choque pas du tout. Mais ce n'est pas ce qu'il fait en réalité. Et même ce qu'il y a de plus légitime dans son livre, qui est ce qu'on appelle le choc carcéral, quand on entre en prison pour la première fois, même ça, je suis peut-être un peu sévère, mais il le rate. Pourquoi je dis ça? Je vous donne juste une anecdote très rapide. Alors Nicolas Sarkozy, quand il part en prison, c'est pas comme vous, pas comme moi. Lui, il y a 300 personnes en bas de chez lui, il y a des motards de la police pour l'escorter. En fait, on aurait cru qu'il allait au Panthéon. Mais en fait, non, il allait à la Maison de la Santé. Il est 9h du matin, le temps que le cortège arrive et tout ça, qu'il passe les portes blindées, qu'il fasse toutes les procédures administratives. Il est à peu près 10h30 quand il arrive dans sa cellule. Le premier privilège qu'il a, c'est qu'à 16h, il a le droit à un parloir. Normalement, jamais, aucun détenu, jamais, n'a un parloir le premier jour de son incarcération. Lui, on lui autorise. Tant mieux pour lui. C'est son épouse, Carla Bruni, qui vient. Et ils ont le parloir. Dans son livre, Nicolas Sarkozy écrit « Nous nous sommes tellement manqués, nous avions tant de choses à nous dire. » Ça faisait 5 heures qu'il ne l'avait pas vu. C'est plus que moi quand je vais bosser avec ma femme. Voilà. Bon. Donc vous voyez, même ça, ça peut faire sourire. Le reste de son livre consiste à dire que les juges sont vendus à la gauche. Il écrit « Mon crime est-il de ne pas être de gauche ?» Voilà, comme si c'était des magistrats de gauche qu'il avait, ce que je vous disais sur le boucher et les véganes. Bon. Évidemment, il s'en est pris durement à mon journal et même à moi dans son livre. Et puis, il a osé, pour celles et ceux qui l'ont peut-être déjà appris, se comparer au capitaine Dreyfus, Alfred Dreyfus, qui a été victime de l'une des pires erreurs judiciaires que la France ait jamais commis. Pour vous répondre, je pense que ce livre, venant d'un ancien président, est un objet dangereux et pathétique. Question. Bonjour. Donc, vous êtes où, pardon? Je ne vous vois pas. Ah oui, pardon. Alors, déjà, vous êtes connu pour toutes vos enquêtes puissantes. Donc, je voulais savoir pour vous, quand une enquête elle devient dangereuse, personnellement, et après du coup, avoir réalisé le documentaire Personne n'y comprend rien, du coup, sur l'affaire Sarkozy et Kadhafi, je voulais savoir s'il y a eu des répercussions sur vous, sur Mediapart, etc. Alors,
Je vais essayer de vous répondre. Quand on travaille pour un journal comme Mediapart, on travaille dans un journal où on a été cambriolé. On travaille dans un journal où on a été surveillé par les services de renseignement. On travaille dans un journal où un matin, c'est moi qui ai eu à m'en occuper, 2 procureurs et des policiers de la brigade criminelle ont tenté de venir perquisitionner notre rédaction parce qu'on venait de révéler des informations qui ont embêté Emmanuel Macron, liées à ce qu'on a appelé l'affaire Benalla et les liens de son ancien collaborateur avec la Russie de M. Poutine. On travaille dans un journal où notamment les journalistes qui travaillent sur l'extrême droite ont été violentés, molestés. On travaille dans un journal où 2 de nos journalistes, et non des moindres, son fondateur Edouard Plenel, et puis celle qui est devenue aujourd'hui la rédactrice en chef, l'une des 2 rédactrices en chef, Lénaïque Bourdou, ont vu leur téléphone portable infecté par un logiciel espion à la demande du Royaume du Maroc, qui s'appelle Pegasus. C'est pas rien, hein. C'est un logiciel il suffit d'avoir votre numéro de téléphone, il rentre dans votre téléphone, et à l'autre bout du monde, derrière son écran, il y a quelqu'un qui voit tout ce que vous faites sur votre téléphone. Vous êtes en train de commencer à taper un message, il voit commencer à taper un message. Vous envoyez le message, il voit à qui vous envoyez le message. Il voit toutes vos photos, il voit tout. Il est dans vos mails, Bon. Vous imaginez ce que ça peut provoquer comme type d'atteinte à la vie privée, rechercher les sources des journalistes, etc. Donc quand on est dans un journal comme celui-là, on vit tout ça. Moi, à titre personnel, j'ai vécu une partie de ce que je vous ai dit, puis il m'est arrivé d'avoir été menacé, y compris de mort par un escroc sur lequel j'avais fait beaucoup d'enquêtes, un livre qui s'appelle D'argent et de sang, qui est devenu une série, qui depuis sa prison m'a promis des choses pas ouf, quoi. Bon. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que la chance d'un journal, c'est que c'est un lieu collectif. Moi, je ne crois pas beaucoup au journalisme solitaire. Là, je suis là devant vous. Parfois, il m'arrive de passer à la radio, à la télé, mais vraiment, ça m'encombre plus qu'autre chose. J'ai pas de plaisir à voir ma tête à la télé. Du tout, aucun, zéro. Alors, vraiment, j'ai de l'orgueil dans mon métier, hein, j'ai de l'amour-propre, j'ai de l'ego, mais il ne se situe pas là, du tout. Mais dans le journal dans lequel je travaille, on a considéré qu'on était quelques-uns, quelques-unes. C'est bien si on peut aller défendre notre travail en dehors des colonnes du journal. Bonjour. C'est l'organisation. Alors, vous pouvez peut-être l'ovationner, la personne au téléphone. Bravo. Je suis obligé de t'abandonner. Oh là là. Non, mais vas-y, là. Il faut que je t'abandonne pour aller dans un autre auditorium. Voilà. Merci, Marie. Pour accueillir Solène Rioux de TF1 qui vient présenter un documentaire. Pourquoi ça reste allumé? Parce que ça, c'est important. Bon, mais tout va très bien se terminer. On continue. Et donc, pour répondre à votre question, bah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on publie des... Oui, quand on publie des informations qui dérangent des gens qui ont beaucoup de pouvoir, beaucoup de puissance, ils sont tentés, eux, d'utiliser leur pouvoir et leur puissance pour nous causer du tort. Bon. Est-ce que c'est ce qu'on appelle dangereux? Peut-être, ça peut. Mais pourquoi je vous dis que ce qui compte, c'est d'être dans une rédaction? Parce que quand on est plusieurs, quand on est dans un endroit collectif, on se tient chaud. On a des avocats, on a des avocates. On a un système interne qui fait qu'on peut faire face à tout ça. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question sur le film « Personne n'y comprend rien », qui était un film qui est sorti au cinéma pour expliquer l'affaire Sarkozy-Kadhafi, le titre « Personne n'y comprend rien », en fait, c'est une phrase de Sarkozy.
qui a dit de toute façon, dans cette affaire, personne n'y comprend rien. Et donc nous, on a dit, chiche, voilà. On va vous montrer que c'est pas si compliqué de comprendre quelque chose là-dedans. Est-ce qu'il a eu des répercussions ? Des répercussions dont on est fier, oui, parce qu'il a bien marché. Ça a été le film le mieux noté sur Allociné l'an dernier. Mais il a même eu des répercussions parce que dans le film, il y a une image, une archive complètement inédite de Sarkozy, qui fait un câlin à un dignitaire libyen à une date où il n'est pas censé le connaître. Et donc, comme le film est sorti au moment du premier procès, cette image, elle a été diffusée pendant le procès. Donc, il faut imaginer Sarkozy qui est comme ça, dans la salle d'audience. Il y a vraiment un écran qui se baisse comme au cinoche. Et il doit réagir au film qu'on vient de sortir. Et ça se passe au cœur du procès. Et d'ailleurs, ce sera un des éléments parmi 1000 autres et 1000 preuves qui ont été conservées par les juges pour le juger. Donc parfois, oui, ça peut avoir des répercussions. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez lever la main parce que je ne vous vois pas en fait? Ah oui, pardon, merci. Donc vous dites que le système de Mediapart permet d'être indépendant de la publicité, mais au final, par le biais des abonnements, vous êtes tout aussi dépendant, mais simplement d'une autre façon. Oui, bien sûr, on est toujours dépendant. Hein. On a toujours des formes de dépendance. Mais on préfère être dépendant de 275 000 personnes individuelles différentes qui d'ailleurs peuvent partager leur abonnement pour une raison simple, c'est que on n'est pas prisonnier de nos lectrices et nos lecteurs. Un journal, c'est un endroit qui peut déplaire à ses propres lectrices et ses lecteurs, et ça nous arrive. Moi, je prends toujours la même image. Pour moi, un journal, c'est comme un restaurant. Quand vous allez au resto, vous n'êtes pas obligé de tout manger à la carte. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout aimer à la carte. Mais vous allez dans ce resto parce que vous savez que les cuisines sont propres. Vous savez que dans les produits, il n'y a pas trop d'intrants chimiques. Vous savez qu'il y a des circuits courts. Vous savez que on cuisine avec savoir-faire. Vous savez que on vous sert bien. Un journal, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on essaye de faire un journalisme bio. Il n'y a pas trop de polluants, il n'y a pas trop d'intrants chimiques. On essaye de faire notre métier sérieusement. Et bien parfois, on publie des enquêtes qui dérangent une partie de notre lectorat. C'est la vie. C'est la vie. Et si des gens décident de se désabonner de Mediapart parce qu'ils n'ont pas aimé une enquête, c'est leur liberté. Ce qui compte, c'est est-ce que l'article qu'on a publié est vrai ou faux? Si on publie des fausses informations, qu'on se trompe complètement et tout ça, c'est normal qu'on perde des lecteurs et des lectrices, et c'est évidemment une souffrance. Mais si on publie des informations d'intérêt général et vraies et que ça plaise pas, et que ça ne plaît pas, à certaines ou certains, parce que ça vient déranger leurs convictions, moi, vous savez, on est né en 2008, donc sous le mandat de Sarkozy. On a sorti plein d'affaires sous Sarkozy, de sorte que ceux qui ne nous aimaient pas, sans nous lire d'ailleurs, nous traitaient d'anti-sarkozystes primaires. Bon, c'était une étiquette qui nous avait été collée il y a 18 ans. Bon. Et puis il y a un président socialiste qui est élu, François Hollande, en 2012. 6 mois après son élection, le journal, et au sein du journal, il se trouve que c'est moi qui révèle l'affaire qui va faire trembler la présidence de François Hollande, c'est Mediapart. L'affaire qu'on appelle l'affaire Cahuzac, fraude fiscale du ministre du Budget, peu importe. Ben là, moi j'ai vu des gens qui nous adoraient quand on publiait des informations contre Sarkozy qu'ils détestaient, se sont mis à nous détester parce qu'on publiait des informations sur François Hollande qu'ils adoraient. Mais ça en dit plus sur eux que sur nous. On est indépendants. Mediapart est un journal qui a publié des informations qui a dérangé LFI, le Parti socialiste, les écologistes, Nicolas Sarkozy, le RN, beaucoup le RN. Vous savez, Marine Le Pen, si elle a été jugée, l'affaire dite des emplois fictifs du Parlement européen, c'est une révélation de Mediapart en 2013.
de Marine Turki, Ludovic Lamant. L'affaire des financements russes du Rassemblement national, c'est Mediapart qui l'a révélé en 2014. Ça n'empêche pas notre journal d'avoir des convictions. Ça n'empêche pas notre journal d'être plutôt progressiste que conservateur, d'être plutôt humaniste que le contraire. Oui, on essaye de dénoncer les discriminations. On essaye d'être au rendez-vous des inquiétudes du monde. On est catastrophé par le désastre écologique. On lutte contre la corruption. On a le souci d'enquêter sur les violences de genre, sexistes et sexuelles. Oui, tout ça, ce qui nous fait plutôt nous mettre dans le camp progressiste. Mais ça ne nous a jamais empêché, jamais, de publier des informations qui dérangent des partis politiques, des syndicats, des personnes qui se revendiquent des mêmes convictions. Et c'est ça la force du journalisme. Précisément, pour moi, c'est ça la force du journalisme. C'est que ça vous oblige à ne pas être d'accord avec vous-même. Ça vous oblige à penser contre vous-même. Et donc, pour répondre à votre question, oui, bien sûr, si l'intégralité de nos lecteurs et nos lectrices désertent demain, il n'y a plus de Mediapart. Mais bon, pour l'instant, on gagne plutôt des lecteurs qu'on en perd, mais je ne veux pas trop faire le malin en la matière, parce que des orages peuvent arriver un jour. Bonjour. Oui, bonjour. Dans votre métier, qu'est-ce qui est le plus dur? Trouver des preuves ou subir les conséquences après la publication, étant donné qu'on n'est pas apprécié par tous? Alors, qu'est-ce qui est le plus dur dans mon métier? Alors, moi, j'adore être au début d'une enquête en me disant « Ah, il y a peut-être quelque chose à trouver » et j'ai un peu l'impression d'être en bas d'une montagne et de me dire comment je vais gravir la montagne. C'est un peu bizarre, hein. Moi, ce que j'aime, c'est pas forcément en trouver, même si j'aime bien ça, évidemment, mais c'est de me dire, ah là là, est-ce qu'il faut que je prenne par la face nord, par la face sud, comment je... Voilà, en fait, j'aime beaucoup dans mon métier ce qui est imprévu. Et le journalisme, c'est le lieu de l'imprévu. Par définition, vous ne savez pas l'événement, quand est-ce qu'il va avoir lieu. C'est une sorte de lieu commun que je suis en train de dire. Si vous voulez, je vais vous le dire autrement, si vous voulez faire un métier où vous commencez tous les jours à 9h, vous faites la pause, déjeuner à midi, de 2h, vous reprenez à 15h, vous finissez à 18h30, etc. Et je ne dis pas du tout ça avec des considérations négatives. Hein. Très bien que des gens... mais il ne faut pas faire journaliste. Hein. Journaliste, par définition, vous pouvez sauter dans un train... très tôt un matin parce que vous devez partir en reportage, travailler un week-end où vous ne l'avez pas prévu, etc. C'est ça, ce métier. Et moi, c'est l'une des choses que j'aime le plus, c'est-à-dire de devoir apprivoiser ce qui est imprévu, qui peut paraître un peu contre-intuitif comme concept. Et donc, oui, trouver des documents, des preuves, des témoignages, c'est difficile, mais peut-être ce qui est le plus dur, c'est que quand on publie une enquête avec des informations solides et vérifiées, ce qu'on en dit à la télé ou à la radio parfois, c'est le contraire de ce qu'on a écrit. C'est de voir à quel point la force des informations bute sur les logiques de communication de ceux qui ne veulent pas les regarder. Et ça, pour moi, c'est une vraie douleur. Et c'est notamment pour ça qu'on va à quelques-unes à la télé pour dire non, mais regardez comment on a travaillé, etc., pour défendre notre travail. Ah, déjà ? Merci beaucoup.